il y a une image que je n'arrive pas à sortir de ma tête depuis 18 mois. Mon père debout dans une basilique en Italie, son carnet ouvert dans une main, son stylo dans l'autre, immobile. 1 heure et 10 minutes. Le carnet vierge, le stylo qui n'a rien écrit. Mon père, Clément Okonkwo, 67 ans, témoin de Jéhovah depuis l'âge de 22 ans, homme qui a une réponse scripturaire précise pour presque toutes les questions que la vie peut poser, debout devant un tombeau de verre avec ces mots qui avaient disparu. Je suis cartographe. Je passe mes journées à rendre visible ce qui existe, à transformer des données en formes que l'œil peut lire, à tracer des frontières entre ce qui est d'un côté et ce qui est de l'autre. C'est mon métier et c'est aussi ma façon d'être dans le monde. J'ai besoin de contours. J'ai besoin que les choses aient une forme que je peux montrer. Ce que je ne peux pas cartographier me met mal à l'aise, une sorte d'inconfort physique, comme marcher sur un terrain qui n'a pas de légende. Ce que mon père m'a raconté en janvier 2024 n'a pas de légende. Et pourtant, c'est réel. Je le sais parce que je connais cet homme depuis 35 ans. Je connais ses certitudes, la façon dont il les tient, la façon dont il parle quand il est sûr de quelque chose et la façon différente dont il parle quand il ne l'est plus. Ce soir de janvier, assis à la table de la cuisine de mes parents à Rennes avec une tisane devant lui que ma mère avait préparée, il parlait d'une façon que je ne lui avais jamais entendue, lente, cherchant ses mots, comme si les mots habituels ne couvraient pas ce qu'il avait besoin de dire. Je m'appelle Thibaut Okonkwo. J'ai 35 ans. Je travaille pour un bureau d'études géographiques à Rennes depuis 7 ans. Je suis quelqu'un d'ordinaire d'une façon qui me convient. J'ai un appartement, une compagne qui s'appelle Margot, un vélo que j'utilise pour aller au bureau quand il ne pleut pas trop fort, ce qui en Bretagne laisse assez peu de jours dans l'année. Je ne suis pas quelqu'un qui raconte des histoires. Je suis quelqu'un qui trace des cartes. Mais cette histoire mérite d'exister en dehors de ma tête. Ça fait 18 mois qu'elle est là, et elle pèse d'une façon que je n'avais pas anticipée. Alors je parle. Mon père s'appelle Clément. Clément Okonkwo. Il est né au Cameroun. Il est arrivé en France à 16 ans pour ses études. Il est resté. Il a rencontré ma mère Agnès à Rennes. Ils se sont mariés. J'ai suivi 2 ans après. Ma sœur Élise 4 ans après moi. Il est témoin de Jéhovah depuis l'âge de 22 ans. Ce qui veut dire depuis 7 ans avant ma naissance, depuis avant tout ce que j'ai connu de lui comme père. Sa foi n'est pas une chose qu'il a, c'est une chose qu'il est. La structure portante, comme les murs d'une maison autour desquels tout le reste s'organise. Touchez cette structure et tout le reste tremble. Je veux que vous compreniez qui il est vraiment avant d'aller plus loin, parce que sinon ce que je vais vous raconter va passer de travers. Quand les gens entendent témoin de Jéhovah, ils ont une image. Quelqu'un qui sonne aux portes, qui distribue des brochures, qui refuse les transfusions sanguines, qui vit dans une sorte de bulle imperméable au monde. Cette image a ses raisons d'exister, mais elle ne correspond pas à Clément Okonkwo. Mon père est un homme d'une douceur rare, pas la douceur molle de quelqu'un qui évite les conflits, la douceur active de quelqu'un qui prend le temps. Quand vous lui parlez, il est là, complètement là. Il ne regarde pas son téléphone, il ne pense pas à la prochaine chose qu'il va dire, il vous écoute avec une attention qui peut être presque intimidante parce qu'elle est totale. Il pose des questions et il attend vraiment les réponses. Il s'intéresse aux gens, à leur vie, à la façon dont ils voient les choses, même les gens qui voient les choses complètement différemment de lui. Surtout ceux-là, peut-être. Mais il a des certitudes profondes, solidement ancrées, qui ne sont pas de l'arrogance, mais de la conviction sincère. Il croit que les Écritures donnent les réponses aux questions essentielles, et que s'en écarter, même avec les meilleures intentions, même avec les arguments les plus sophistiqués,
conduit à des erreurs dont les conséquences sont graves. C'est une position cohérente et intègre. C'est la sienne depuis 45 ans. Je l'ai vue la tenir face à des situations qui auraient fait vaciller des convictions moins solides. Elle n'avait jamais vacillé. Entre mon père et moi, il y a une histoire compliquée. Pas douloureuse dans le sens dramatique du terme. Pas de rupture violente, pas de mots qu'on ne peut pas reprendre. Mais compliquée. J'ai grandi dans la congrégation, j'ai suivi le chemin que ça implique, et à 20 ans, j'ai commencé à m'en éloigner, graduellement, progressivement, avec cette lenteur des choses qui ne se cassent pas d'un coup, mais s'effritent par endroits jusqu'à ce qu'on réalise que la forme qu'elles avaient n'existe plus. Mon père l'avait vu venir. Il n'avait pas essayé de m'en empêcher. Ce n'est pas son style, il ne force pas. Mais ça avait créé quelque chose entre nous. Un espace qu'on évitait tous les deux avec une précaution tellement bien rodée qu'elle était devenue invisible. On ne parlait jamais de foi, de religion, de ce que je croyais ou ne croyais pas. On parlait de mon travail, du sien, de l'actualité, de ma sœur Élise et de ses enfants que mon père adorait. On s'aimait bien, avec toute la sincérité que ça demande. Mais il y avait cet espace entre nous. Carlo Acutis était arrivé dans la vie de mon père en 2022 par une porte latérale. Plusieurs membres de sa congrégation avaient des familles catholiques qui parlaient de ce garçon, des petits-enfants qui portaient des médailles, des belles filles qui avaient fait le pèlerinage à Assise, des voisins qui racontaient des choses inexplicables. L'ancien de la congrégation avait demandé à mon père de travailler sur le sujet. Mon père était connu pour sa rigueur dans l'étude des textes, pour sa capacité à traiter des questions complexes avec méthode et précision, une sorte de spécialiste des questions difficiles. Il m'avait appelé pendant cette période, pas pour parler de foi, pour parler d'Internet. Il voulait comprendre comment un phénomène comme Carlo Acutis se propageait en ligne, quels étaient les mécanismes qui transformaient un adolescent mort en 2006 en figure virale en 2020. C'était le genre de conversation qu'on pouvait avoir sans tension, une conversation technique sur des faits observables. Je lui avais expliqué les algorithmes, les partages en cascade, la façon dont les images d'un visage jeune et les histoires de guérison inexplicables trouvent un public particulièrement large sur les réseaux. Il avait écouté, pris des notes, posé des questions précises. Il avait préparé son exposé pour la congrégation. Il me l'avait envoyé par mail pour que je relise, une habitude qu'il avait depuis que j'avais commencé à travailler. Il aimait avoir mon regard sur ses textes, même quand les sujets étaient loin de mon domaine. J'avais lu, c'était rigoureux, bien argumenté, ancré dans les Écritures de la façon que je lui connaissais. Il avait fait sa présentation. La congrégation avait apprécié. Les choses auraient pu s'arrêter là. Elles ne s'étaient pas arrêtées. Ce qu'il m'a dit en janvier 2024 et qu'il ne m'avait pas dit lors de ce coup de téléphone de 2022, c'est qu'il y avait eu quelque chose dans les témoignages de pèlerins qu'il n'avait pas réussi à ranger. Pas les miracles médicaux, ceux-là, il avait les outils pour les traiter. Pas les phénomènes qu'on peut classer dans la catégorie de l'émotion collective ou de l'autosuggestion. Quelque chose d'autre, des témoignages de gens qui n'avaient aucune prédisposition à ce genre d'expérience, des sceptiques, des intellectuels, des personnes sans pratique religieuse, qui décrivaient quelque chose de très physique et de très concret en se tenant devant ce tombeau. Une rencontre, pas une émotion. Une rencontre avec quelque chose qui avait une présence distincte. Mon père avait classé ça dans la catégorie des témoignages qu'il ne pouvait pas vérifier. Mais quelque chose n'avait pas lâché. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous avez un parent, un père ou une mère, quelqu'un dans votre famille dont vous pensez connaître les limites avec certitude? Les contours de ce qu'il peut ressentir, de ce qui peut l'atteindre
et de ce qui ne peut pas. Et est-ce que cette certitude-là a tenu? Dites-moi d'où vous regardez. Dites-moi ce que vous pensez en entendant ça. Je suis curieux de savoir dans quel endroit du monde cette histoire vous trouve aujourd'hui. Il est parti seul en novembre 2023. Il avait réservé 3 nuits dans une pension à Assise, pas un hôtel, une pension simple tenue par une famille, le genre d'endroit qui n'a pas de réception et où vous avez une clé qu'on vous laisse sur la table du couloir. Il m'a dit qu'il était arrivé un mardi matin par le train depuis Rome, que la ville l'avait surpris par sa sobriété. Il s'était attendu à quelque chose de plus saturé, de plus commercialisé. Il avait vu des photos de Lourdes et d'autres lieux de pèlerinage. Il s'était préparé à une certaine forme d'ostentation du sacré. Assise n'était pas ça. La ville était petite, les ruelles en pierre montaient en pente vers la basilique supérieure. Les gens qui marchaient là-dedans le mardi matin n'avaient pas l'air de touristes en transit, mais de gens qui allaient quelque part de précis. Il avait marché pendant 2 heures ce premier jour. Il me l'a dit avec un détail qui m'a frappé. Il avait voulu avoir les pieds dans la réalité physique de l'endroit avant d'aller là où il allait aller. Pas l'idée abstraite d'Assise. La pierre, le froid de novembre qui entrait sous son manteau, le bruit de ses propres pas dans une ruelle déserte. Mon père est quelqu'un qui croit à la préparation, la prière, l'étude, la mise en ordre des pensées avant d'agir. Cette marche, c'était une façon de se préparer. Le mercredi matin, 9h20, il m'a donné l'heure avec cette précision qui lui est caractéristique. Il note les heures depuis toujours. C'est une habitude ancrée dans des années d'études bibliques où la précision textuelle est fondamentale, où l'heure d'un événement peut changer son sens. 9h20. Il était entré dans la basilique Santa Maria Maggiore. Il avait son carnet sous le bras, un carnet à spirale, couverture noire, le genre qu'il utilise depuis des années pour prendre des notes pendant ses études. Il avait son stylo dans la poche de sa veste. Il avait mentalement organisé les choses qu'il allait observer. Il s'était avancé dans la nef lentement. Il regardait les gens, des groupes de jeunes avec des sacs à dos, quelques familles, des personnes seules assises dans les bancs. Il regardait leurs visages, leurs postures, leurs gestes, avec la distance analytique de quelqu'un qui sait ce qu'il cherche et qui sait comment le trouver. Il cherchait les mécanismes, l'atmosphère construite, l'éclairage, la musique en fond, l'odeur de l'encens qui crée un état de réceptivité particulier. Il cherchait ce qui expliquait ce que les gens décrivaient comme une rencontre. Il était arrivé devant la chapelle, devant le tombeau de verre. Il avait regardé Carlo Acutis, ce garçon né à Londres le 3 mai 1991, élevé à Milan, parti le 12 octobre 2006 à 15 ans d'une leucémie foudroyante. Ce garçon qui allait à la messe tous les jours depuis ses 7 ans, qui avait construit seul une exposition sur les miracles eucharistiques, qui avait voyagé dans des dizaines de villes, qui jouait aux jeux vidéo et portait des jeans et des baskets blanches, et avait 2 chiens qu'il adorait, et cette façon particulière d'être complètement présent à la personne qui lui parlait. Un garçon mort depuis 17 ans, dans un tombeau de verre sobre et moderne, vêtu d'un jogging Nike, les mains croisées, le visage de 15 ans intact. Mon père avait ouvert son carnet. Il m'a fallu l'écouter pendant 40 minutes pour comprendre ce qui s'était passé ensuite. Pas parce que c'était long à raconter, parce qu'il cherchait les mots. Mon père, qui a les mots pour presque tout, qui peut vous citer les écritures de mémoire dans leur contexte et leur signification, qui articule les idées complexes avec une clarté que j'ai toujours admirée, cherchait ces mots comme quelqu'un qui essaie de décrire une couleur qui n'a pas de nom dans la langue qu'il parle. Il avait ouvert le carnet, le stylo dans la main, et les mots qu'il avait préparés, solides, articulés, vérifiés dans les textes depuis des semaines, ces mots-là n'étaient plus là. Pas parce qu'il les avait oubliés,
pas parce qu'une émotion forte les avait emportés. Il a dit, comme si l'espace qu'ils occupaient était devenu autre chose. Il a cherché encore, pas vide, occupé différemment, par quelque chose que je ne reconnaissais pas. Il était resté debout devant ce tombeau pendant 1 heure et 10 minutes. Il le sait précisément. Il a regardé sa montre en sortant, 9h20 à l'entrée, 10h30 à la sortie, 1h10 de différence. Le carnet vierge dans la main. Le stylo qui n'avait rien écrit. Il ne priait pas dans le sens qu'il donnait à ce mot, pas avec les formules et la structure qu'il connaissait. Il n'analysait pas, n'observait pas, ne cherchait pas les mécanismes. Il était simplement là, dans quelque chose qu'il a appelé, après un silence très long dans notre conversation, après avoir cherché pendant plusieurs secondes la formulation exacte avec cette façon qu'il a de ne jamais se contenter du mot approximatif. Une conversation sans mots avec quelqu'un que je ne savais pas reconnaître. Une conversation sans mots avec quelqu'un qu'il ne savait pas reconnaître. J'ai passé plusieurs semaines à penser à cette phrase, à essayer de la cartographier, comme je le fais avec tout ce que je ne comprends pas, à lui trouver des contours, une échelle, une légende. Je n'y suis pas arrivé. Et je crois maintenant que c'est peut-être là le point. Quand mon père est sorti de la basilique à 10h30, il a marché jusqu'à un jardin public en contrebas de la ville. Il s'est assis sur un banc. Il y a des oliviers dans ce jardin, des vieux oliviers tordus, dit-il, le genre d'arbre qui a l'air d'avoir vu des choses. Il a regardé ces arbres et le ciel de novembre au-dessus d'Assise pendant 2 heures. Son carnet était toujours vierge, il n'a pas essayé d'écrire. Il m'a dit que pendant ces 2 heures-là, pour la première fois depuis très longtemps, peut-être depuis des années, peut-être depuis plus longtemps que ça, il n'avait pas pensé à ses arguments, pas pensé aux Écritures, pas pensé à ce qu'il allait dire à l'ancien de sa congrégation. Il était simplement là, dans quelque chose d'inconnu. Et il a utilisé un mot que je n'attendais pas du tout, venant de lui, dans ce contexte. Il a dit que cet endroit inconnu était curieusement tranquille. Tranquille. Il est rentré à Rennes le vendredi. Ma mère était à l'aéroport pour le récupérer. Elle m'a dit en décembre qu'elle avait vu quelque chose dans sa façon de descendre les escaliers roulants. Rien de précis qu'elle pouvait nommer. Juste quelque chose de différent dans sa façon d'être dans son propre corps. Comme quelqu'un qui a posé quelque chose de lourd qu'il portait depuis longtemps. Ou comme quelqu'un qui vient de ramasser quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver. Elle n'avait pas su laquelle des deux images était juste. L'ancien de sa congrégation l'avait contacté 2 semaines après le retour. Mon père lui avait dit qu'il avait besoin de plus de temps pour mettre de l'ordre dans ses notes. Notes qui, je le saurai en janvier, étaient restées vierges. 2 pages blanches. 9h20 à 10h30, 1 heure et 10 minutes de présence devant ce tombeau et pas un mot écrit. Ma mère m'avait appelé début décembre. Elle avait dit, avec cette précision que ma mère a quand elle observe quelqu'un qu'elle aime depuis 40 ans, que quelque chose avait changé chez mon père et qu'elle ne comprenait pas quoi. Plus silencieux. Pas d'un silence fermé, pas d'un silence inquiet. D'un silence ouvert, elle avait cherché et trouvé cette image. Comme quelqu'un qui écoute quelque chose qu'il entend pour la première fois et qui n'est pas pressé d'interrompre. Si tu veux comprendre qui était vraiment Carlo Acutis, pas la figure institutionnelle, pas le symbole, mais le garçon, le gamin de Milan, avec ses jeux vidéo et ses baskets, et cette façon d'être entièrement là avec les gens, il y a quelque chose qui s'appelle 7 jours avec Carlo. 7 jours pour rencontrer quelqu'un. Pas pour se convaincre de quoi que ce soit, juste pour voir. Le lien est dans la description. Pendant les semaines où j'essayais de comprendre ce que mon père m'avait raconté, je l'ai lu. Et ça a changé quelque chose dans la façon dont j'entendais l'histoire du carnet vierge, comme si voir le garçon
m'avait aidé à voir pourquoi les mots de mon père avaient disparu devant lui. Je suis allé à Rennes en janvier, un samedi de début janvier, avec ce froid particulier de la Bretagne en hiver, ce ciel bas et gris qui transforme la lumière de la mi-journée en quelque chose qui ressemble au crépuscule. On avait mangé tous les trois. Ma mère avait fait un pot-au-feu, il y avait du cidre sur la table, les habitudes simples d'un repas de famille qui n'a pas besoin d'être commenté parce qu'il existe depuis toujours. Après le repas, ma mère s'est levée pour débarrasser. Elle ne part pas d'habitude sans demander si on veut du café. Ce soir-là, elle n'avait rien demandé. Elle savait que mon père avait quelque chose à dire. Il m'a regardé et il a dit « Thibaut, est-ce que tu as 1 heure ?» Mon père ne me demandait pas si j'avais 1 heure. Ce n'est pas quelque chose qu'il faisait. Il disait les choses directement. Il allait à l'essentiel, il n'introduisait pas. Cette demande « Est-ce que tu as 1 heure ?» était déjà quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui me demandait de préparer quelque chose sans que je sache quoi. J'ai dit oui. Et il a commencé à parler. Il m'a tout raconté depuis le début. Les mois de 2022, la demande de l'ancien, les semaines de préparation, les témoignages de pèlerins qui ne rentraient pas dans ces cadres. La décision d'aller vérifier en personne. Le voyage de novembre, les ruelles d'Assise, la marche du mardi, la façon de préparer mentalement quelque chose qu'on a l'intention de faire le lendemain, 9h20 le mercredi matin. La nef de la basilique. Les gens observés avec distance analytique, et puis le tombeau, et puis les mots qui n'étaient plus là, et puis l'heure et 10 minutes, et puis les oliviers. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Ce n'est pas quelque chose que je fais facilement avec lui. Depuis mes 20 ans, depuis que j'ai quitté la congrégation, il y a toujours quelque chose dans nos conversations sur des sujets importants qui me pousse à intervenir, à défendre une position, à ne pas laisser trop de silence, parce que le silence entre nous sur ce terrain-là m'a toujours semblé dangereux. Ce soir-là, rien. Je le regardais parler. Je regardais ses mains qui bougeaient différemment de d'habitude. Mon père gesticule peu, il parle avec sa voix et ses mots, pas avec ses mains. Et ce soir-là, ses mains bougeaient comme si les mots seuls ne suffisaient pas à contenir ce qu'il essayait de transmettre. Quand il s'est tu, il y a eu un silence. Pas le silence de nos divergences habituelles. Ce silence-là, je le connais. Il a une texture particulière, légèrement tendue, légèrement défensive des deux côtés. Ce soir-là, c'était différent. C'était le silence de 2 personnes qui se trouvent dans un endroit qu'aucune des deux ne reconnaît et qui réalisent en même temps qu'elles sont là ensemble. Ce silence inconnu à 2. Je n'avais pas de mots pour ça. Je n'ai toujours pas de mots pour ça. J'ai dit quelque chose, finalement. Je ne sais plus exactement quoi. Quelque chose de maladroit et d'honnête en même temps. Quelque chose sur le fait que je ne savais pas ce que ça signifiait, mais que je savais que c'était réel. Mon père m'avait regardé, et il avait hoché la tête avec une lenteur qui voulait dire qu'il avait entendu exactement ce que je voulais dire. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai cherché, le réflexe du cartographe, à comprendre Carlo Acutis. Pas la figure de verre dans le tombeau. Le garçon. Né à Londres le 3 mai 1991. Famille italienne qui avait déménagé à Milan quand il était encore bébé. Grandi là, dans un appartement ordinaire, avec une vie ordinaire. La passion pour l'informatique qui était réelle et sérieuse, pas un accessoire d'image. Les expositions sur les miracles eucharistiques qu'il avait construites tout seul à 12, 13 ans, avec la même application qu'il mettait dans ses jeux vidéo, des sources vérifiées, des dates, des lieux, un travail de documentation sérieux qui avait voyagé dans des dizaines de villes. La messe chaque matin, depuis ses 7 ans, jamais manqué. Les jeans, les baskets blanches, les chiens qu'il adorait, le rire facile, la façon d'être complètement là avec quelqu'un quand il lui parlait. Il était parti le 12 octobre 2006.
15 ans. La leucémie foudroyante, le genre qui ne laisse pas de temps, qui progresse avec une rapidité qui interdit presque la préparation. Et à la fin, il avait demandé à ses parents de ne pas pleurer pour lui, avec la même tranquillité qu'il mettait dans tout le reste. Son corps avait été retrouvé intact lors de l'exhumation. Le 10 octobre 2020, le pape François l'avait béatifié à Assise. Première béatification dans cette ville depuis des siècles. Et en novembre 2023, mon père, témoin de Jéhovah depuis 45 ans, homme qui n'était jamais entré dans une église catholique, était entré dans la basilique Santa Maria Maggiore avec son carnet et ses arguments, et était ressorti avec un carnet vierge et quelque chose qu'il avait appelé, après avoir longtemps cherché le mot juste, une conversation sans mots avec quelqu'un qu'il ne savait pas reconnaître. Je ne sais pas comment appeler ça. Je suis cartographe et je ne sais pas comment cartographier ça. Il n'y a pas d'échelle pour ce territoire-là, pas de frontière que je peux tracer, pas de légende qui permet de lire la carte. Mais voici ce que je sais. Depuis ce soir de janvier à Rennes, quelque chose a changé entre mon père et moi. Pas spectaculairement. Il n'y a pas eu de grande réconciliation dramatique, pas de conversation fleuve sur la foi et la raison et ce qui les sépare ou les unit. On n'a pas résolu quoi que ce soit de ce qui nous séparait depuis mes 20 ans. Ces divergences sont toujours là. Elles font partie de qui nous sommes chacun. Mais cet espace entre nous, cet espace que nous avions appris à éviter avec tant de soin qu'il était devenu presque invisible, cet espace-là est devenu différent, pas fermé, habitable. Comme si nous avions découvert que nous pouvions nous tenir dans cet endroit inconnu ensemble, sans avoir besoin de savoir ce qu'il était, sans avoir besoin de le nommer pour que sa réalité soit vraie. Mon père n'a pas rappelé l'ancien de sa congrégation avec un compte-rendu de son voyage. Il lui a dit, quand la question est revenue, qu'il continuait à travailler sur le sujet. À ma connaissance, le carnet est toujours vierge. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie dont vous pensiez connaître les limites avec certitude, ce qu'il peut traverser, ce qui peut le toucher, la frontière de ce qui est possible pour lui? Et est-ce que vous avez eu tort? Est-ce que quelque chose vous a prouvé que vous ne le connaissiez pas aussi bien que vous le croyiez? Dites-moi, et dites-moi depuis où vous regardez. Je voudrais savoir dans quel coin du monde cette histoire vous trouve. Il y a une chose que je n'ai pas encore dite. Quelques semaines après ce dîner de janvier, j'ai parlé à ma sœur Élise. Je lui ai raconté le voyage de notre père à Assise, le carnet vierge, la conversation de janvier. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Élise a hérité de notre père cette façon d'écouter vraiment. Quand j'ai eu fini, elle a été silencieuse un moment. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit « Papa m'a parlé de Carlo Acutis une fois, il y a longtemps, avant le voyage. Il avait dit « Ce garçon pose une question que je n'arrive pas à fermer. » Je lui avais demandé laquelle. Il n'avait pas répondu. Une question qu'il n'arrivait pas à fermer. Je pense souvent à ça, à la façon dont certaines questions n'ont pas de réponse dans notre vocabulaire habituel, mais existent quand même, réelles et insistantes, comme un territoire sur la carte qui n'a pas encore de nom mais qui est là, avec ses reliefs, ses rivières, ses frontières avec d'autres territoires. Mon père avait passé 45 ans à cartographier le monde avec les outils que sa foi lui donnait. Et quelque chose dans un tombeau de verre à Assise avait rendu ces outils insuffisants pour 1 heure et 10 minutes. 1 heure et 10 minutes. Le carnet vierge. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que ça ne veut rien dire dans le sens où on l'entend habituellement. Pas de message, pas de signe, pas de conversion imminente. Peut-être que ça veut dire quelque chose de plus simple et de plus difficile à la fois, que certaines réalités sont plus grandes que les cadres qu'on construit pour les comprendre, et que se tenir devant quelque chose de plus grand que soi, sans les mots et sans les arguments, peut être une forme d'honnêteté que les certitudes
ne permettent pas. Mon père est un homme doux. Je vous l'ai dit au début et je vous le redis parce que c'est la chose la plus vraie que je sache de lui. Et depuis assise, il y a quelque chose de plus dans cette douceur, quelque chose que je ne sais pas nommer, mais que je reconnais quand je suis avec lui. Comme si quelque chose s'était ajouté à ce qu'il était, pas en remplacement de ce qu'il croyait, pas contre ses certitudes, mais à côté, dans un espace qu'il n'avait pas prévu d'avoir. Le dernier week-end de mars, je suis allé à Rennes. On a marché ensemble le samedi après-midi, mon père et moi, le long de la Vilaine. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis des années, juste marcher, sans destination précise, sans sujet de conversation préparé. On a parlé de peu de choses et de beaucoup de choses en même temps. À un moment, en traversant un pont, il s'est arrêté et a regardé la rivière en bas. Il a dit, sans me regarder, « Je pense souvent à ce garçon. » Je n'ai pas demandé quel garçon. On savait tous les deux de qui il parlait. J'ai regardé la rivière aussi, l'eau qui passait, indifférente et continue. J'ai pensé au tombeau de verre à Assise, au carnet vierge, à 1 heure et 10 minutes pendant lesquelles quelque chose d'inconnu avait occupé l'espace des certitudes de mon père. Je n'ai rien dit, mon père non plus. On a continué à marcher. C'est peut-être ça, la chose la plus proche de ce que je veux vous transmettre en racontant tout ça. Pas une preuve, pas une démonstration, pas une invitation à croire quoi que ce soit de précis. Juste ça, qu'il y a des territoires sur la carte qui n'ont pas encore de légende. Et que s'y tenir en silence avec quelqu'un qu'on aime, sans chercher à les nommer à tout prix, est peut-être la façon la plus honnête d'y être. Merci d'avoir été là. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, si elle vous a rappelé quelqu'un, si elle a réveillé quelque chose que vous portiez, dites-le dans les commentaires. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Ces histoires ont besoin d'exister quelque part. Vous êtes cet endroit. Dites-moi depuis où vous regardez, dans quelle lumière vous êtes ce soir. Je voudrais le savoir.